Hanno est furieux parce que Sangwoo l'oblige à l'accompagner dans sa quête dangereuse. Sangwoo lui dit qu'il est faible et qu'il ne survivrait pas un seul jour sans lui. Hanno change de sujet et l'informe que les gens répondent à ses publications sur le forum communautaire. Sangwoo reçoit toutes sortes de commentaires, mais l'un d'eux est particulièrement captivant, celui du procureur de Yongdongdongpo, le même homme qui a créé une base avec le pionnier de niveau 3. Il semble qu'il ait formé leur propre guilde, nommée Indépendance, dont la priorité principale est la survie de leur groupe. Ils renforcent leur zone en chassant des monstres et en sauvant des survivants. Sangwoo pense que ce procureur est trop ambitieux. Il demande à Hanno son niveau, et Hanno répond qu'il est niveau 5. Il le trouve trop faible et pense qu'il doit également gagner des niveaux. Le lancier Kyongso arrête la voiture et leur annonce qu'ils sont arrivés à destination. Le groupe sort de la voiture et Sangwoo leur explique que c'est leur nouveau terrain de chasse. Tandis que de nombreux monstres se cachent derrière des voitures et divers obstacles, ces monstres, appelés kobolds, peuvent aussi utiliser la magie. Ils ne représentent pas une grande menace et sont facilement éliminés. Le but principal de cette chasse est d'aider Hanno à monter de niveau et de trouver de nouveaux spires pour Sangwoo. Un seul loup-garou peut vaincre 3 ou 4 vampires de bas niveau. Même si ces kobolds peuvent utiliser la magie, ils ne sont pas assez forts pour être utilisés comme spires. Il y a beaucoup de cadavres à l'extérieur du parking, ce qui ressemble un peu au campus. Sangwoo pense qu'une même initiation a dû avoir lieu dans toutes les zones densément peuplées. Le lancier Kyongso leur dit qu'il pense que les campagnes et les petits villages de montagne comme l'île de Jeju peuvent être plus sûrs car ils ont une faible population. La famille de Jisoo-yoon vit sur l'île de Jeju, et elle leur dit de ne pas s'inquiéter car ses membres de famille sont influents, donc ils doivent aller bien. Sangwoo et sa troupe entrent dans le donjon, mais leur sortie est scellée par la magie, et ce Mart devient maintenant un donjon à grande échelle appelé la forteresse du sorcier. Ils ne peuvent s'échapper qu'en vainquant le boss de ce donjon. Soudain, un grand cercle magique se forme en dessous d'eux, et ils sont tous téléportés à différents endroits à l'intérieur du donjon. Hanno tombe d'un cercle sous le plafond, la tête la première, et il voit un groupe de kobolds qui se disent qu'un humain est tombé dans leur piège. Hanno est étonné de les entendre parler. Hanno leur dit qu'il est peut-être seul, mais il peut éliminer ces kobolds pitoyables lui-même. Cependant, quand Hanno réalise qu'il est seul, il a peur. Tous les kobolds se précipitent vers Hanno, mais il est trop effrayé pour riposter. Il parvient à tuer un kobold par accident et l'autre kobold commence à le battre. Il pleure parce qu'il a été forcé de venir ici par Sangwoo et maintenant il va mourir, mais bientôt il réalise qu'il ne ressent aucune douleur. Hanno se souvient qu'une de ses compétences de classe prêtre le protège pendant 10 secondes après avoir tué un ennemi. Les kobolds commencent à avoir peur alors que Hanno commence à rire, se sentant comme un personnage de Hokuto no Ken, et il dit à ces kobolds pitoyables qu'il déteste les gens faibles comme eux. Kyongso et Jisoo-yoon sont ensemble et essaient de retrouver les autres membres du groupe aussi vite que possible. Bientôt, ils voient du sang sortir d'un coin et, une fois proche, ils réalisent que c'était Hanno qui venait de finir un groupe de kobolds. Jisoo-yoon ne peut pas croire ce qu'elle a vu, et Hanno lui dit qu'il a enfin éveillé son potentiel caché. Tous les trois sont maintenant ensemble et ils ne pensent pas avoir à s'inquiéter pour Sangwoo car il est plus puissant que tous. Pendant ce temps, de son côté, Sangwoo et ses spires massacrent les kobolds. Il finit par arriver à un endroit avec beaucoup de corps de kobolds morts et un survivant gisant adossé sur un mur. Ses blessures sont trop graves pour être guéries par de simples potions. Le survivant pointe vers une boîte. Sangwoo la ramasse pour lui. À l'intérieur, il y a un œuf mystérieux, c'est un objet exclusif qui peut éclore avec son dernier souffle. Le survivant dit à Sangwoo que le boss de ce donjon possède le jeton propriétaire de cet œuf. Cet œuf appartenait à l'origine au survivant, et son jeton a été volé par le boss. Sangwoo sait que le survivant était un chevalier dragon à 5 étoiles, et cet œuf mystérieux contient un vrai dragon à l'intérieur. Plus de kobolds apparaissent, mais ils sont massacrés par les spires de Sangwoo. Maintenant, il est déterminé à trouver ce jeton et à venger le survivant. Il remarque quelque chose d'étrange avec ces kobolds, il continue de se jeter sur lui sans réfléchir, comme s'il gagnait du temps pour quelque chose. Bientôt, Sangwoo repère un sorcier kobold. L'un de ses spires le tue facilement et les autres kobolds meurent également sans beaucoup de résistance. Sangwoo monte de niveau et cette fois, il choisit une carte de compétence. Il reçoit une nouvelle compétence de base appelée explosion de cadavre. Cette compétence nécessite 10 points de mana pour faire exploser un cadavre. Des kobolds commencent à charger sur lui, et il teste sa nouvelle compétence, ce qui provoque une grande explosion. Des kobolds se cachent dans la pièce, Droit entre et s'occupe facilement d'eux. Sangwoo félicite Droit pour cela et il est heureux. Plus loin dans la pièce, il trouve le boss, qui est un sorcier kobold de haut niveau. Il y a un champ de force autour de lui, et il ne peut pas être brisé tant que 3 noyaux ne sont pas détruits, ces derniers sont répartis autour du donjon. Le boss est en colère après avoir assisté au massacre de ses subalternes. Il utilise un sort de mort instantanée de bas niveau. Si ce sort n'est pas annulé dans moins d'une heure, tout joueur dans le donjon de niveau inférieur à 10 mourra immédiatement. Sangwoo a peur car lui et son équipe sont tous de niveau inférieur à 10.
Ces spires continuent d'attaquer, mais ils ne peuvent rien faire contre le champ de force, donc Sang-Woo pense que les attaques normales ne vont pas fonctionner. Il ordonne à ses spires de rassembler tous les cadavres morts près du boss. Puis il quitte la pièce, et il fait exploser tous les cadavres de kobolds, ce qui résulte en une grande explosion. Mais quand Sang-Woo revient, il n'y a pas une seule égratignure sur le boss. Le boss devient furieux et sacrifie une partie de sa santé pour réduire le temps de lancement des sorts. Et maintenant, il reste seulement 52 minutes. Sang-Woo devient vraiment furieux et le boss commence à sourire. Plus tard, Sang-Woo et ses spires recherchent des noyaux. Il reçoit les fragments de mémoire après avoir ressuscité certains sorciers kobolds, et maintenant il connaît l'emplacement exact des noyaux. Le premier cœur est situé au 3e étage et droit le détruit, mais il reste seulement 19 minutes. Il monte au prochain étage et il y a beaucoup de kobolds morts là-bas. Sang-Woo pense que Jésus doit les avoir tués. Quand il se rapproche de l'emplacement du second noyau, il voit Anu détruire les kobolds. Sang-Woo et Droit ne peuvent pas croire ce qu'ils viennent de voir. Jésus leur dit qu'ils ont également reçu cette notification de sort et qu'elle a détruit le noyau situé à leur étage. Anu leur dit qu'ils perdent du temps et qu'ils devraient se diriger vers le dernier noyau. Le groupe de Sang-Woo sème le chaos alors qu'ils se dirigent vers le dernier noyau. Finalement, ils repèrent ce dernier, mais les kobolds essaient désespérément de le protéger de leur vie. Sang-Woo donne l'ordre et Droit saute au-dessus des kobolds et parvient à couper le dernier noyau en 2 morceaux. Le champ de force autour du boss est dissipé, et maintenant ils doivent tuer le boss dans les 9 minutes. Sang-Woo est très en colère contre le boss et il est prêt à le démolir. Anu revient également à son état normal. Il reste seulement 2 minutes, mais Sang-Woo et sa troupe arrivent à temps. L'un des sorciers kobolds de Sang-Woo utilise sa boule de feu sur le boss et il est renversé, ce qui annule le sort. Le boss devient furieux et commence à se transformer en sa vraie forme, qui est un esprit d'arbre déchu. Après s'être transformé, il commence à écraser les spires de Sang-Woo avec facilité. Il essaie d'attaquer Sang-Woo et ses amis, mais ils parviennent à l'esquiver à temps. Ji-Yoon utilise une attaque d'épée de feu pour brûler l'une de ses branches, mais elle commence à se régénérer immédiatement. Sang-Woo ordonne à l'un de ses spires de lancer des cadavres de kobolds sur le boss. Quand les cadavres se rapprochent du boss, il les fait exploser, il en résulte une grande explosion. L'explosion endommage le visage du boss, mais il se régénère à un rythme plus rapide. Le boss est touché par derrière par une boule de feu de sorcier kobold, ce qui est assez efficace contre lui. La troupe de Sang-Woo commence à attaquer le boss avec des attaques de feu, et bientôt il manque de mana à cause de l'objet légendaire de Sang-Woo, l'orbe de tempête de sang du diable, qui draine le mana de l'ennemi de 2% après chaque attaque. Le boss devient plus faible après avoir perdu son mana. Le groupe se retire et Sang-Woo fait exploser tous les cadavres de kobolds, qui étaient empilés les uns sur les autres par ses spires juste en dessous du boss. Le boss meurt car il n'avait plus de mana pour se régénérer. Sang-Woo reçoit 12 840 pièces d'or pour avoir vaincu l'esprit d'arbre déchu, et il monte également au niveau 10. Il reçoit également un autre ticket de roulette du système car il est la 69e personne à atteindre le niveau 10 et son rang a augmenté au niveau infini, donc le nombre maximum de spires de Sang-Woo a également augmenté de 5. Il choisit une carte de compétence, et il obtient une compétence, réponse de mort, qui consomme 100 points mana et invoque 10 zombies qui disparaissent après 10 minutes, et ces zombies ne sont pas inclus dans son nombre total de spires. Sang-Woo peut maintenant commander 25 morts vivants en même temps, ce qui sera un grand avantage contre le seigneur vampire. Sang-Woo reçoit le jeton de dragon, qui est une épée 100 mètres, et il est maintenant assez confiant pour affronter le seigneur vampire. Cette nouvelle épée 100 mètres augmente la force de son utilisateur de 6 et est nécessaire pour ouvrir l'œuf de dragon, mais Sang-Woo ne peut pas ouvrir l'œuf car sa classe n'est pas synchronisée avec la classe de dompteur de dragon. Il peut éclore l'œuf de dragon s'il peut le garder près de lui pendant 5000 jours, ou s'il peut tuer des ennemis puissants avec l'épée 100 mètres pour réduire le nombre maximum de jours. Anu lui dit que 5000 jours équivalent à 13 ans et qu'il sera un homme d'âge moyen d'ici à ce que l'œuf éclose, mais il peut tuer des ennemis puissants avec l'épée, ce qui diminuera le temps d'éclosion de l'œuf. Sang-Woo reçoit un message de Tazong qui a été envoyé à la place du marché pour espionner les vampires. Il dit qu'il y a des centaines de personnes présentes là-bas, mais aucun signe de vampire pour l'instant. Il informe également Sang-Woo que les messages privés comme celui-ci coûtent 300 pièces d'or. Sang-Woo pense que Tazong fait du bon travail en s'infiltrant parmi les survivants. Pendant ce temps, ses squelettes repèrent quelque chose. Quand Sang-Woo arrive, il y a 2 cadavres de loups-garous qui semblent avoir été tués par l'esprit d'arbre. Sang-Woo les ressuscite et il a maintenant 5 loups-garous sous son autorité. Il a un total de 15 spires et il pense que c'est le meilleur moment pour se diriger vers Hwaseong pour en finir avec les vampires. Les survivants sont dans un état de confusion car les personnes qui les ont invités là ne sont pas en vue. En même temps, les vampires observent les survivants depuis un bâtiment voisin, ils les voient comme du bon bétail. Le vampire second au commandement vient auprès d'eux et leur dit de se préparer car ils vont après des bâtards qui ont attaqué leur usine. Le seigneur vampire veut que ce gars soit mort avant qu'il puisse interférer avec eux lors du festin.
Tazong les voit sortir et informe Sangwoo à leur sujet. Selon la compétence de malédiction du seigneur vampire, ils étaient à l'école primaire. Après être arrivés sur place, ils voient un cadavre de loup-garou allongé sur la voiture. Ils pensent que ce loup-garou a été tué par les spires de Sangwoo car ses blessures sont encore fraîches. Il y a une traînée de sang à proximité qui mène à l'auditorium voisin. Tous se précipitent à l'intérieur de l'auditorium. Le vampire qui mène ces vampires de Baran est un maître vampire et il peut gérer deux mondes en même temps. Il travaille directement sous les ordres du seigneur vampire. Certains vampires se précipitent à l'intérieur et ils repèrent Sangwoo avec ses spires. Les vampires sont assez confiants qu'ils peuvent facilement le vaincre. Sangwoo et ses spires commencent à fuir devant les vampires. Puis ils s'arrêtent après les avoir menés dans une impasse. Les vampires deviennent un peu effrayés car ils sentent que quelque chose ne va pas. Sangwoo invoque ses spires restant du vide. Il utilise également sa réponse de mort pour invoquer des zombies. Les vampires deviennent effrayés. Les zombies commencent à massacrer les vampires. Droit utilise sa compétence de commandement sur les squelettes, ce qui leur donne un petit buff. La plupart des vampires ont perdu espoir à cause de la malédiction de la mort. Sangwoo est assez satisfait de cette formation et stratégie. Un vampire femelle essaie d'aller directement sur Sangwoo, mais elle est touchée par les boules de feu des sorciers kobolds. Droit la termine en la coupant en deux morceaux et Sangwoo reçoit 2000 pièces d'or pour l'avoir tuée. Le maître vampire est le dernier vampire restant, mais il est assez fort. Les squelettes normaux et les zombies sont facilement détruits par lui. Deux zombies parviennent à le mordre. Il se débarrasse facilement de l'un d'eux. Le maître vampire essaie d'aller directement sur Sangwoo, mais alors qu'il est en l'air, Sangwoo fait exploser le zombie restant, ce qui inflige d'énormes dégâts au maître vampire. Il tombe au sol et les spires commencent à le mordre. Sangwoo tue le maître vampire avec l'épée sans nom. Il reçoit 20 000 pièces d'or pour avoir tué un joueur spécial et les jours d'éclosion de l'œuf sont réduits à 4 949 jours. Après cela, il ressuscite tous les vampires morts avec des membres complets. Sangwoo reçoit également une autre synergie car il a plus de 5 squelettes vampires dans sa troupe. Cette synergie ajoute 5% de dégâts de saignement à toutes leurs attaques et ils activent le mode berserker après être morts, ce qui augmente toutes leurs stats de 10%. Sangwoo est maintenant sûr qu'il a le meilleur deck possible à ce niveau. Jisoo et Ano se sont également infiltrés parmi les survivants. Jisoo-yoon envoie un message privé à Sangwoo car les vampires ont commencé à agir de manière plus suspecte. Il demande aux gens de remettre leurs armes comme condition pour entrer dans la zone sûre. Sangwoo est sûr que le seigneur vampire a dû sentir la mort de ses subalternes. C'est pourquoi il accélère les choses. Pendant ce temps, dans le camp des survivants, un vieux joueur repère des loups-garous qui sont perchés sur le toit. Les survivants sont étonnés car ces loups rouges sont assez puissants pour déchirer des loups normaux avec facilité. C'est au tour de Jisoo et Ano de remettre leurs armes. Jisoo pense que ces joueurs qui travaillent pour les vampires sont pathétiques. Pendant ce temps, Tazong vient de derrière. Il dit à Jisoo-yoon qu'il a caché ses épées jumelles à l'endroit qu'elle lui a dit. Mais c'était assez facile pour eux car leur membre de gang, Young-shik, est un voleur à 2 étoiles. Ils ont également obtenu le truc que Ano avait demandé. Après avoir passé le processus de contrôle des armes, ils sont déplacés avec d'autres joueurs. Sans tarder, le seigneur vampire sort avec ses vampires inférieurs. Ils portent tous des masques et le seigneur vampire semble furieux. Ano et Jisoo savent tous les deux que celui qui mène ce groupe est le vrai seigneur vampire, et maintenant ils doivent juste attendre l'arrivée de Sangwoo. Les vampires entourent les survivants, et le seigneur vampire commence à leur parler. Il leur dit que l'humanité a cessé d'évoluer et que cette catastrophe est arrivée à cause des lacunes des humains. Il continue en disant qu'ils seront tués ici pour que la prochaine étape de l'évolution puisse avoir lieu. Tous les vampires retirent leurs masques, et le seigneur vampire leur dit que les vampires sont les seuls élus destinés à monter à la prochaine étape de l'évolution. Les survivants ont peur et les vampires commencent à les massacrer. Les survivants ne peuvent pas s'échapper car il y a des clôtures électriques autour d'eux. Le lanceur Kyongso arrive en conduisant et il fait s'écraser le bus scolaire dans les clôtures électriques. Jisoo et Ano sortent avec leurs armes et ils commencent à guider les joueurs vers la sécurité. Le seigneur vampire devient plus furieux, puis Sangwoo sort du bus et lui dit qu'il est là pour gâcher la fête du roi des moustiques. Le seigneur vampire souhaite la bienvenue à Sangwoo à la fête et Madame Yang part avec les collaborateurs humains pour rassembler les survivants qui s'échappent. Le seigneur vampire leur dit que les survivants seront morts d'ici à ce qu'ils s'occupent de lui, mais Sangwoo est sûr que ses membres de groupe peuvent s'en occuper seuls. Un loup-garou saute sur le seigneur vampire et il écrase facilement la tête du loup-garou. Mais c'était un piège et il y a des cadavres de gobelins remplis à l'intérieur du loup-garou. Sangwoo fait exploser les cadavres de gobelins, ce qui résulte en une énorme explosion. Les vampires deviennent plus agités car leur chef a été touché par une attaque mortelle. Sangwoo court à l'intérieur du bus et les vampires le suivent. Il y a beaucoup de cadavres de monstres à l'intérieur du bus et Sangwoo semble s'être échappé par un trou dans le bus. Il fait exploser le bus ce qui résulte en la mort d'un grand nombre de vampires. Les mains du seigneur vampire commencent à émettre de l'énergie rouge, ce qui signifie qu'il récupère d'une manière ou d'une autre.
Pendant ce temps, Madame Yang poursuit les survivants, accompagnée des collaborateurs joueurs, mais soudain, les collaborateurs joueurs commencent à mourir l'un après l'autre. Madame Yang sent une présence sinistre derrière elle, et elle parvient à esquiver une attaque surprise mortelle de Ji-Yoon. Les deux filles sont gonflées à bloc et elles se préparent à s'affronter l'une contre l'autre. Ano et Tazong réussissent à escorter les survivants vers un endroit sûr, mais un vampire, posté là par le seigneur vampire lui-même, tente de les arrêter. Tazong commence à attaquer le vampire parce qu'il pense que ce vampire semble plus faible que les autres. Le vampire parvient à esquiver toutes ses attaques et s'apprête à mordre Tazong, mais il est interrompu par les dagues de Ano. Le vampire saute en l'air tout en esquivant le coup de poing de Tazong, mais Ano lance quelques dagues qui atteignent son visage et il tombe au sol. Le vampire n'est pas encore mort et il est furieux parce qu'ils ont abîmé son beau visage. De l'autre côté, Sang-woo a pris soin des vampires de bas niveau avec cette explosion. Mais il sait que son véritable adversaire est toujours vivant. Le seigneur vampire saute sur le bus et il semble avoir changé de forme après avoir bu le sang de son propre vampire inférieur. Sang-woo invoque ses spires du vide et le seigneur vampire commence à se précipiter vers lui. Le seigneur vampire saute au milieu de la formation de squelettes orques et commence à les écraser en morceaux. Sang-woo réalise que ces squelettes orques ne peuvent pas arrêter le seigneur vampire plus longtemps. Il active la réponse de mort et des zombies sortent de terre. Le seigneur vampire s'en débarrasse facilement puis Sang-woo fait exploser les zombies, mais cette fois, le seigneur vampire bloque l'explosion avec sa compétence de champ de sang. Sang-woo change de stratégie et envoie les loups-garous grâce à la synergie de Cerbère. Cet effet de synergie augmente leur force contre un seul ennemi. Le seigneur vampire est assez confiant et élimine 3 loups-garous d'un seul coup. Le seigneur vampire dit à Sang-woo qu'il est en train de perdre lamentablement parce qu'il appartient à une espèce non évoluée. Il explique ensuite que les forts sont destinés à régner sur les faibles. Le seigneur vampire était un tueur en série même avant la sélection de classe. Après avoir choisi la classe vampire, il était sûr que celui qui avait transformé ce monde en jeu voulait qu'il évolue en un être supérieur et qu'il mènerait le monde à sa prochaine ère maléfique. Lorsque Sang-woo lui dit que ces choses n'ont même pas d'importance car le seigneur vampire est destiné à mourir aujourd'hui, le seigneur vampire reçoit un message télépathique de Madame Yang qui a besoin de son aide. Madame Yang a subi plusieurs blessures aux mains de Ji-Yoon. Madame Yang est furieuse car elle n'a pas réussi à toucher Jisoo même une seule fois, tandis que Jisoo a acquis beaucoup d'expérience pratique en chassant elle-même. Alors que Madame Yang s'est contentée de mordre des joueurs enchaînés pour devenir plus forte, c'est pourquoi elle est en train de perdre lamentablement. Jisoo parvient à porter une double attaque critique sur elle. Madame Yang tombe au sol et Jisoo l'achève. Pendant ce temps, de l'autre côté, Ano et Tazong ne s'en sortent pas bien. Le vampire leur donne une opportunité unique dans leur vie de devenir un vampire comme lui. Il leur dit que ce nouveau monde est injuste et qu'ils peuvent augmenter leurs chances de survie en devenant un parasite et en se collant à quelqu'un de plus fort, comme le seigneur vampire. Ano dit qu'il a raison et que se coller à quelqu'un de plus fort est la meilleure stratégie dans ce monde rempli de monstres. C'est pourquoi il se colle à Sang-woo. Un motard arrive derrière le vampire et il se laisse distraire. Ano lance une dague tandis que l'attention du vampire est sur le motard. Le vampire parvient à esquiver la dague qui va directement dans la poitrine du motard, mais il est sauvé parce qu'il avait un gobelin assis à l'avant. Tout faisait partie du plan de Ano, et il visait le gobelin en premier lieu. Ano grandit grâce à sa compétence qui le rend invincible pendant un certain temps après chaque monstre tué. Le vampire attaque Ano de toutes ses forces, mais son attaque n'a aucun effet sur Ano, qui est actuellement invincible. Ano le poignarde à plusieurs reprises avec sa compétence de coup rapide, tandis que Tazong et le lancier l'attaquent également en même temps. Le vampire essaie de s'en prendre à Tazong, mais Ano bloque son attaque. Le vampire devient furieux et continue d'attaquer Ano. Le lancier lance une autre attaque et ils parviennent à infliger des dommages sérieux au vampire pendant que Ano sert de bouclier. La puissance de Ano commence à diminuer et le vampire le remarque. Le voleur lance un gobelin et Ano le tue avec sa dague. Il s'avère que l'un des membres du gang de Tazong est chargé de lancer des gobelins sur Ano chaque fois que sa compétence expire. Ano dit au vampire qu'il peut se renforcer autant qu'il le souhaite car il a beaucoup de gobelins frais en stock. Tous les joueurs s'unissent contre le vampire et parviennent à le maîtriser. Le seigneur vampire observait leur combat et devient encore plus furieux envers ces vampires d'élite. Sang-woo lui dit que ces vampires d'élite ont perdu face aux humains et c'est maintenant son tour car il connaît déjà toutes ses faiblesses. Sang-woo explique que la première faiblesse des vampires est qu'ils ne peuvent pas utiliser d'armes. Leur deuxième faiblesse est leur faible niveau de défense et leur grande capacité de régénération. Leur troisième faiblesse est qu'ils n'ont pas de mana et qu'ils ont besoin de sang pour toutes leurs capacités. Tout ce temps, Sang-woo utilisait l'objet Devil's Bloodstone, qui suçait sa santé de 2% à chaque coup réussi. Le seigneur vampire commence à se sentir plus faible. Sang-woo lui dit que sa quatrième faiblesse est qu'il parle trop et qu'au lieu de se concentrer sur ses spires, il aurait dû aller directement sur lui. Le seigneur vampire active un champ de sang autour de lui et commence à se diriger directement vers Sang-woo. Droit bloque son chemin et essaie de l'attaquer, mais il utilise sa compétence de parade pour dévier l'attaque de ce dernier.
Droit lance une bouteille remplie de liquide gluant directement sur le visage du seigneur vampire. Le visage du seigneur vampire commence à fondre et sa vision devient floue. Il a utilisé trop de sang et maintenant il n'a pas assez de pouvoir de régénération pour guérir ses yeux. Sang-woo ordonne à ses sbires de finir le seigneur vampire. Il peut entendre leurs pas, mais la situation est toujours dangereuse pour lui et il pourrait facilement mourir. Il commence à détruire les squelettes orques de Baran qui se précipitent sur lui, mais il a besoin de sang pour regagner son pouvoir. Bientôt, il sent l'odeur du sang quelque part et commence à se diriger vers là. Il va après le sang des loups-garous qui l'ont accroché à l'immeuble pour que les survivants puissent regarder. Le seigneur vampire atteint le toit, mais un sbire loup-garou le poignarde par le haut. Sang-woo lui dit qu'il est un idiot et qu'il obtenait son approvisionnement en sbire loup-garou de cet immeuble en premier lieu. Le seigneur vampire subit des dommages massifs lorsqu'il touche le sol. Sang-woo décide de finir cette fête avec des feux d'artifice, donc l'un de ses sbires jette le seigneur vampire dans une pièce remplie de monstres. Sang-woo fait exploser le bâtiment et le seigneur vampire meurt finalement dans cette explosion. Il reçoit 10 000 pièces d'or pour avoir tué un joueur spécial, mais il a également complété la quête spéciale Pas de pays pour les hommes méchants, donc le système le récompense avec 30 000 pièces d'or et un ticket d'objet de rancée. Son destin a été modifié aussi parce qu'il a complété une quête exclusive et il recevra une compétence exclusive en retour. Sa troupe arrive et Sang-woo est heureux de les voir vivants et il commence à célébrer leur victoire. Le lendemain matin, tout le monde est heureux de voir leur sauveur. Il y a aussi des personnes qui avaient été sauvées auparavant par le groupe de Sang-woo, mais bientôt les survivants deviennent confus à l'arrivée d'un régiment entier de soldats. Le sergent Kim les mène et il avait observé leur combat de loin. Sang-woo se demande ce qu'ils font ici. Le sergent Kim leur explique qu'il surveillait le groupe qui prétendait avoir créé des zones sûres, mais il n'avait jamais imaginé que quelque chose de si désastreux pourrait se produire. Sang-woo est soulagé qu'il n'ait pas tenté de combattre les vampires car ils semblaient beaucoup plus faibles. Le sergent Kim l'informe que l'armée coréenne est vivante et bien portante et qu'il y a quelqu'un qui souhaite le rencontrer. L'armée retourne à leur base sans Sang-woo et leur chef semble mécontent de cela. Pendant la nuit, Sang-woo ouvre sa fenêtre de statue. Il a reçu 150 000 pièces d'or uniquement de sa dernière bataille contre le seigneur vampire. Il a obtenu une nouvelle compétence appelée créer une armure d'os et maintenant il peut fabriquer une armure en utilisant les os des cadavres. Il utilise sa compétence pour se fabriquer une armure d'os. Elle s'équipe automatiquement sur tout son corps et est également assez confortable. Il peut également équiper ses sbires avec cette armure, ce qui renforcera grandement leur défense. Enfin, il a reçu une arbalète répétitive de rang héroïque qui peut être tirée sans rechargement. C'est une arme parfaite pour lui car il reste la plupart du temps en retrait pendant que ses sbires combattent. Il se sent assez confiant dans son état actuel, mais soudainement il voit une maison en flammes. Ses parents brûlent à l'intérieur et l'appellent à l'aide. Sang-woo essaie de les aider, mais il réalise qu'il est dans le corps d'un enfant. Sang-woo a peur et commence à fuir ses parents en train de brûler. Il se réveille de son rêve et Hanno l'informe que le sergent Kim est là pour le voir avec quelques soldats. Sang-woo commence à se préparer pour les rencontrer, mais il a encore peur après avoir vu ce rêve. Un officier audacieux entre en trompe tandis que Hanno essaie de l'arrêter. Il se présente comme le lieutenant-major Park Tae-young de la première division de l'armée et le sergent Kim l'accompagne également. Le lieutenant Park va droit au but et dit à Sang-woo qu'il veut qu'il collabore avec eux dans leur future mission. Sang-woo demande quel type de collaboration ils veulent et le lieutenant Park lui dit qu'ils veulent qu'il rejoigne l'armée. Sang-woo est un peu déçu en entendant cela et demande au lieutenant Park pourquoi il veut qu'il les rejoigne. Le lieutenant Park lui dit qu'ils veulent son aide pour reconquérir un territoire. Il l'informe ensuite que le procureur de Yongdeokpo nie l'autorité gouvernementale et a créé un groupe renégat. De plus, il a créé la première guilde en Corée et a formé une zone de sécurité pour rétablir l'ordre. Il a également vaincu un monstre boss dans leur zone. Le lieutenant Park devient furieux car il pense que toute la nation devrait se rallier derrière l'armée, mais Sang-woo n'est pas d'accord avec lui car le gouvernement était complètement inefficace lorsque les survivants avaient besoin de leur aide. Le lieutenant Park est sur le point d'exploser de colère et Sang-woo lui dit qu'il peut travailler comme mercenaire pour eux. Il leur dit ensuite que le gouvernement ne signifie rien dans ce nouveau monde. Le lieutenant Park le saisit par le col, mais Sang-woo le repousse et commence à partir. Le lieutenant Park lui dit qu'il ne survivra pas longtemps sans le soutien de l'armée. Mais Sang-woo est prêt à tenter sa chance dans ce nouveau monde. Les survivants se sentent plus en sécurité avec les soldats autour. Ji-Yoon dit à Hanno que les gens ont tendance à se fier à des organisations stables comme l'armée, mais les expressions de ces soldats ne semblent pas bien. Hanno a regardé de nombreux films liés à l'armée, donc il est assez impressionné par eux. Il demande à l'un des soldats au sujet du soldat Kwon, qu'ils l'ont rencontré avec le sergent Kim. Le soldat lui dit que c'est une information classifiée. Tous les deux, Yoon et Hanno, réalisent que ces soldats agissent de manière étrange et des informations privées sur un soldat ne peuvent jamais être considérées comme classifiées. Pendant ce temps, Sang-woo voulait bien coopérer avec l'armée, mais il ne supporte pas le lieutenant Park arrogant.
Le sergent Kim s'approche de Sang-woo et se sent mal pour le comportement agressif du lieutenant Park. En vérité, l'armée est dans une situation difficile et ils ont besoin de son aide. Le sergent Kim lui dit qu'il veut lui montrer quelque chose de top secret. Tous deux se dirigent vers le parking d'un bâtiment. Il y a quelques soldats postés là-bas. Ils se fraient un chemin parmi eux et atteignent une pièce. Le sergent Kim montre une pierre de prophétie à Sang-woo. Il lui explique que ces pierres de prophétie sont éparpillées dans le monde entier et celui qui les touche peut voir une vision du futur. Mais tout le monde ne voit pas exactement la même chose. Il lui dit également que ce jeu est totalement déséquilibré car les personnes qui ont accès à ces pierres de prophétie ont un avantage. Sang-woo hésite un peu, mais il touche la pierre de prophétie de la saison 2. Elle lui montre un aperçu du futur où tout le monde, y compris lui et son groupe, a été transformé en créature morte vivante par un être connu sous le nom de Roi Lich. Le Roi Lich regarde Sang-woo et il commence à brûler. Le rêve est terminé, mais il a encore la chair de poule de ce qu'il vient de voir. La pierre de prophétie annonce que la saison 2 commencera le 1er janvier. Il s'avère que le sergent Kim avait également vu quelque chose de similaire lorsqu'il a utilisé la pierre de prophétie dans le passé. Sang-woo reçoit un autre objectif basé sur l'exclusivité, qui est le maître de la mort. Il doit s'emparer de la faux du faucheur et en récompense, il recevra la compétence vague de la mort qu'il a vue après avoir touché la pierre de prophétie. L'emplacement de la faux du faucheur lui sera révélé lorsqu'il atteindra le niveau 15. Les choix qu'il fera pendant cette quête affecteront son destin. Le sergent Kim est inquiet car la saison 2 commencera dans seulement 2 mois et s'il échoue, tout se déroulera comme ce qu'il a vu dans la pierre de prophétie. Sang-woo s'informe sur l'emplacement du boss de cette zone auprès du sergent Kim. Il s'avère que des monstres boss ont commencé à apparaître après le début de la saison 1, mais Sang-woo s'occupait des vampires à ce moment-là. Le sergent Kim a des informations sur un monstre boss et c'est le même monstre boss que le lieutenant Park voulait tuer. Sang-woo dit au sergent Kim d'informer le lieutenant Park qu'il a réussi à le convaincre de les aider à se débarrasser du boss. Mais Sang-woo veut aussi de l'or pour son service. Le lendemain, le sergent Kim informe le lieutenant Park que Sang-woo est prêt à les aider, mais il veut 100 000 pièces d'or pour son service. Le lieutenant Park devient furieux en l'entendant. Le commandant de section informe le lieutenant Park qu'il n'y a personne au même niveau de puissance que Sang-woo aux environs et il a également été témoin de sa puissance lorsqu'il a vaincu le seigneur vampire. Le lieutenant Park leur dit qu'ils ont toujours le sergent de première classe Kang, qui est assez puissant. Le commandant de la compagnie l'informe que le sergent de première classe Kang est puissant, mais les joueurs sous le commandement de l'armée ne sont pas très utiles, alors que Sang-woo a une armée de squelettes qui peuvent sacrifier leur vie pour lui à tout moment. Il peut facilement anéantir tout un bataillon avec ses squelettes de baran. L'armée rapporte environ 60 000 pièces d'or par jour en vainquant des monstres, et ils peuvent embaucher Sang-woo avec leurs gains en or de 2 jours. Le boss a pris le contrôle d'une piste d'atterrissage, qui est un point stratégique pour l'armée. L'armée avait précédemment envoyé des dizaines de joueurs, mais seul le sergent Kang est revenu vivant de là-bas. Voyager par voie aérienne est le moyen de transport le plus sûr s'ils peuvent éviter les vibrations. De plus, le lieutenant Park sera promu s'ils reprennent le contrôle de la piste d'atterrissage. Le lieutenant Park est tellement en colère, mais il accepte d'embaucher Sang-woo. Le commandant de section paie Sang-woo et lui dit qu'il doit vaincre le monstre dans les 3 jours suivants. Le sergent Kang les accompagnera dans cette mission, car il est le seul survivant à être revenu vivant de la chasse au boss raté. Le sergent Kang est un peu déçu car il travaillera comme assistant de Sang-woo. Il demande le niveau de Sang-woo et il lui informe qu'il est au niveau 10. Le sergent Kang et les joueurs de l'armée sont choqués. Ils ont tué des orques sans arrêt, mais ils n'ont toujours pas atteint le niveau 10. Sang-woo leur dit qu'il doit tuer des monstres plus forts que de simples orques. Le sergent Kang lui dit en colère que le boss est à un tout autre niveau. Pendant ce temps, le nombre de survivants dans le camp de Sang-woo a également augmenté. Le lancier Kyung-soo suggère qu'il devrait construire une ville avec l'aide de ses survivants. Les personnes ayant des compétences de soutien aideront à construire la ville, tandis que les joueurs ayant des classes de combattants seront responsables de la chasse et de la défense. Leur objectif est d'augmenter leurs pièces d'or et leur force militaire. Les parents de Han louent Kyung-soo pour son idée, mais il leur dit que c'était l'idée de Sang-woo en premier lieu. Kyung-soo pense qu'il n'est pas une personne fiable car tous ses amis sont morts aux mains des vampires à cause de ses décisions irréfléchies. Le père de Han essaie de le motiver et lui dit qu'il a toutes les qualités d'un véritable leader. Pendant ce temps, Sang-woo et son groupe sèment la pagaille dans les rues, aucun monstre ne peut tenir debout face à eux. Même les monstres de Baran ont maintenant peur d'eux, son groupe entre dans un bâtiment et y trouve une boutique de forgeron. La boutique de forgeron donne l'option à Sang-woo de combiner 3 de ses objets de rang légendaire en un seul au prix de 100 000 pièces d'or. Sang-woo commence à préparer ces 3 objets pour la combinaison, mais il y a 2% de chance de perdre ces objets. Jisoo commence à prier pour la réussite de la combinaison et Sang-woo procède à la combinaison. Les 3 objets commencent à fusionner. Il obtient un objet de rang légendaire appelé Cristal du Chaos.
Il accorde l'attribut KO à son utilisateur et augmente le mana de 500 et la régénération de mana de 250. Il peut également voler du mana et de la santé de 3% lors d'attaques simultanées. Anno et Jizu félicitent Sangwoo pour son nouvel objet. Jizu vérifie la forge et il s'avère qu'elle peut également combiner sa pierre à aiguiser de feu avec sa lame incendiaire, et cette combinaison nécessite 15 000 pièces d'or. Elle combine ses objets et reçoit une lame d'allumage qui provoque des brûlures à chaque fois qu'elle frappe un ennemi. Anno est en colère contre le système car il n'y a rien de disponible pour lui à combiner. Il retourne au magasin dans un complexe de voitures pour acheter plus d'objets, mais le magasin a déjà été détruit par quelqu'un d'autre. Un message est écrit sur le mur qui dit que tous les humains pathétiques vont mourir car l'ère d'une nouvelle espèce arrive. Il réalise que ce message a été écrit avec des griffes de monstres. Sangwoo pense que peut-être cela a été fait par un nouveau type de monstre intelligent. Cela dit, il commence à retourner à la ville. Sur leur chemin, il rencontre le sergent Kim, qui effectue une quête de groupe avec d'autres soldats. S'ils terminent une quête de groupe, leur commandant reçoit une récompense d'achèvement et la défense et la puissance d'attaque des soldats augmente de 10% pour le lendemain. Mais le sergent Kim se demande s'il tue des orques et des gobelins depuis très longtemps, mais il continue à apparaître comme s'il réapparaissait de quelque part. Le sergent Kim espère que ce n'est pas le cas où leurs souffrances seront éternelles. Les soldats de Baran sont juste utilisés comme esclaves par l'armée pour extraire de l'or, et ils ne laissent même pas les soldats utiliser le forum en ligne. Sangwoo pense que l'armée utilise encore ces mêmes vieilles règles. C'est pourquoi la guilde du procureur a de meilleures chances de croître dans ce nouveau monde. Sangwoo dit aux soldats de se reposer dans leur propre ville car elle est proche. Pendant ce temps, la ville est envahie par des ours-garous. Les survivants ne semblent pas pouvoir tenir leur position contre eux. Le lancier Kyongsu a peur après avoir affronté les ours. L'ours fait l'attaque de balayement, mais Kyongsu saute par-dessus l'ours et tranche ses deux yeux avec une seule attaque de lance. Il est heureux car il gagne du temps pour les autres, mais l'un des ours parvient à l'attraper. Kyongsu est sur le point d'être écrasé à mort, mais Droit arrive et coupe le bras de l'ours. Jisuyun l'achève avec une seule attaque d'épée. Un autre ours est sur le point de l'attaquer par derrière, mais Anno bloque son attaque avec sa compétence d'invincibilité. Sangwoo arrive sur place et il est très heureux car ces puissants ours vont bientôt faire partie de son armée. Les soldats sont étonnés après avoir été témoins de leur pouvoir de leurs propres yeux. Sangwoo réanime les ours et il reçoit une synergie de tyrans sauvages pour avoir plus de 4 ours dans son groupe. Cette synergie diminue la défense ennemie de 10% et augmente la défense de tous les alliés de 10%. Sangwoo dit au sergent Kim d'informer son commandant qu'il est prêt à combattre le boss et à récupérer la piste d'atterrissage. Le lendemain matin, les survivants de la dernière attaque d'ours de guerre sont en train de guérir. Anno et Jisuyun félicitent le lancier Kyongsu pour avoir tenu tête aux ours de guerre tout seul puis Sangwoo et Droit, à juste titre, l'ont également félicité. Sergent Kang arrive sur les lieux et il se moque de l'état de la ville de Sangwoo et ce dernier n'est pas content de son attitude. Sangwoo leur dit qu'ils sont dans un état difficile car ils ont été attaqués par des ours de guerre la nuit dernière. Le sergent Kang leur dit qu'il sait que ces ours sont des adversaires très difficiles car il en a vaincu un dans le passé. Le sergent Kang a une classe de frappeur à 3 étoiles. Il utilise les arts martiaux au lieu d'armes, mais personne ne sait ce qu'il a choisi lors de la sélection de la 2e classe. Le sergent Kim demande au sergent de première classe Kang s'il est prêt car Sangwoo est prêt, et ils doivent y aller tout de suite. Le sergent Kang se met en colère. Il saisit le sergent Kim avec colère et lui dit qu'il devrait se taire car il n'apporte pas les pièces d'or requises des quêtes quotidiennes. Sangwoo pense que ces soldats de rang inférieur ne sont rien de plus que des esclaves pour l'armée. Le sergent Kim éclate de rage et dit au sergent qu'un grand nombre de ses compagnons sont morts à cause de lui. Le sergent Kang l'étrangle et lui dit de se taire et de continuer à apporter de l'or comme il est censé le faire. Il lui dit en outre que ses troupes sont mortes à cause de son incompétence et qu'il n'aurait pas dû choisir une classe inutile telle que forgeron en temps de guerre. Sangwoo s'interpose en lui disant qu'il veut partir tout de suite et qu'il n'a pas le temps pour ses broutilles. Le sergent Kang part en colère avec ses troupes. Le sergent Kim part également avec ses troupes car ils doivent se préparer pour leur aide. Sangwoo et ses membres se sentent désolés pour le sergent Kim, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'aider. Le groupe de Sangwoo et les militaires arrivent à la piste d'atterrissage, mais elle est en très mauvais état en ce moment. Le sergent Kang est une personne extrêmement jalouse, donc il n'a pas donné à Sangwoo des informations utiles sur le boss, mais heureusement que le sergent Kim l'en a informé. Enfin, le boss, le troll géant apparaît à la piste d'atterrissage, mais il est beaucoup plus grand que ce à quoi nos guerriers s'attendaient. Le troll repère finalement le groupe, et il commence à courir vers eux, mais Sangwoo utilise sa réponse de mort sur lui et ses zombies prennent le contrôle de ses jambes. Le troll se débarrasse facilement de tous en une seule attaque de claquement. Tout le sol commence à trembler à cause de l'onde de choc, puis Sangwoo fait exploser les zombies et l'explosion est énormissime. Après que la fumée s'est dissipée, le troll semble avoir subi une blessure mineure qui est en train de guérir avec sa capacité de régénération. Ce boss n'a pas de capacité spéciale comme les boss qui l'ont affronté dans le passé, mais sa force seule suffit à compenser. Le boss rugit avec force,
Hanno et Jisoo-yoon se préparent car c'est à leur tour de combattre le boss. Pendant ce temps, dans le campement militaire, le commandant de section informe le lieutenant Kang que le procureur de Yongdeokpo gagne plus d'influence en absorbant les petits groupes de survivants. Le commandant de section demande au lieutenant Park la permission d'écrire un post sur le forum public pour passer l'appel public, mais le lieutenant l'arrête car les supérieurs pensent que faire trop confiance à ce système sera dangereux pour l'armée. Le commandant de section est un peu sceptique quant à la décision des supérieurs car l'influence du jeu dans le monde réel est maintenant trop grande et il devrait jouer selon ses règles. Le lieutenant Park est une personne pathétique et il ordonne à ses troupes de tuer Sang-woo après que le monstre boss soit tué. Le sergent de première classe Kang qui l'accompagne exécutera l'exécution juste après la défaite du troll. Puis le lieutenant Park ordonne à son commandant de section de se rendre là-bas et de sceller tout l'or et les objets de valeur de Sang-woo avant de le tuer. Le commandant de section n'est pas content de la décision du lieutenant Park, mais il n'a pas d'autre choix que de suivre les ordres de ses supérieurs. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Hanno absorbe tous les dégâts du boss avec sa peau invincible. Il est un peu déçu du boss car ses attaques ne le chatouillent même pas un peu. Le boss est un peu fatigué après toutes ses attaques et Jisoo-yoon saute sur lui par derrière. Elle parvient à poignarder le dos du boss, puis s'éloigne de lui après avoir laissé son épée coincée en lui. Il y a une corde invincible attachée à sa poignée d'épée et Hanno commence à encercler le boss avec la corde. Le sergent de première classe Kang est étonné car il pensait que les amis de Sang-woo étaient juste des idiots inutiles et il l'utilisait pour monter de niveau. Ils sont tous les deux capables d'affronter facilement le boss sans subir de blessures majeures. La capacité invincible de Hanno est sur le point de se mettre en veille, mais le sergent Kim a une nouvelle fournée de gobelins pour lui, il tue le gobelin en lui lançant un couteau et son champ de force se réactive. Finalement, Hanno peut attacher le boss avec la corde invincible. Le boss tombe au sol et maintenant c'est au tour de Sang-woo d'affronter le boss en tête-à-tête. L'un ses sbires lui donne l'épée du chevalier dragon et il commence à se diriger vers le boss. Avec ses sbires, tous commencent à frapper et à percer le boss. L'un des squelettes d'orques frappe le boss par derrière. Le boss le mange d'un coup, mais il y avait beaucoup de cadavres à l'intérieur du sac du squelette et Sang-woo les fait exploser, ce qui résulte en une grande explosion dans sa bouche. Sang-woo s'approche du boss cramé et il transperce sa tête avec l'épée du chevalier dragon, ce qui entraîne sa mort. Il reçoit 220 000 pièces d'or pour avoir vaincu le boss et son niveau est monté à 11. Toutes les statistiques ont augmenté de 2 et il a reçu un objet spécial. Tuer le boss avec l'épée du dragon a réduit le temps d'éclosion de l'œuf de 98 jours, donc il reste maintenant 4851 jours avant l'éclosion de l'œuf. Sang-woo choisit la carte des grandes armes d'os comme compétence de niveau et maintenant il peut fabriquer plus de variétés d'armes avec les os. Le sergent Kang est étonné par l'exploit de Sang-woo, mais maintenant il doit s'en débarrasser. Le sergent Kang hésite, mais Sang-woo lui dit qu'il est un peu en retard pour l'attaque surprise, ce qui signifie qu'il savait tout depuis le début. D'une pulsion, le sergent Kang l'attaque avec sa compétence coup de magnum, ce qui entraîne une grande explosion, mais Sang-woo utilise la nouvelle compétence, os de bouclier, pour bloquer son attaque. Leur attaque surprise ayant échoué, le sergent Kang ordonne à ses soldats d'attaquer les sbires de Sang-woo pendant qu'il s'occupe de lui. Il commence à se diriger droit vers le bouclier de Sang-woo avec un seul coup de poing magnum. Ce dernier essaie de l'attaquer avec l'épée du chevalier, mais le sergent Kang la frappe de sa main. Il devient plus arrogant, mais Sang-woo lui a tranché un peu le visage avec le poignard d'os qu'il vient de créer à partir de son armure d'os. Le sergent Kang est tellement confiant qu'il peut gagner, mais il se rend compte qu'il est entouré par tous les squelettes morts qu'il vient de broyer. Sang-woo crée des lances avec ses os qui transpercent le sergent Kang. Il appelle à l'aide de ses soldats, mais ils étaient déjà de mèche avec Sang-woo. Le sergent Kim s'approche de lui et lui dit qu'ils ne seront plus massacrés pour des fous délirants comme lui. Plus tard, le commandant de section arrive là-bas et il leur dit qu'ils font une erreur et ils ne peuvent pas survivre dans ce monde impitoyable sans l'armée. Il commence à lancer des menaces aux soldats. Pendant ce temps, le sergent de première classe Kang sort des lances, puis il finit par craquer. Le commandant de section essaie de l'arrêter, mais il utilise une injection mystérieuse sur lui-même. Après avoir pris l'injection, sa masse corporelle commence à augmenter. C'était un médicament qui transforme les humains en bêtes de guerre incontrôlables. Le sergent Kang tue son commandant de section d'un coup. Il s'est complètement transformé en un type tigre. Jisoo-yoon et le tigre commencent à avancer l'un vers l'autre. Il fait une attaque frontale, mais Jisoo-yoon parvient à l'esquiver avec le sens suprême. Elle saute sur lui pour l'attaquer avec son épée d'allumage et parvient à poignarder l'une de ses pattes, mais son épée est coincée dans sa patte et il la jette avec un seul coup de poing. Sang-woo active sa synergie cerbère qui donne à ses sbires beaucoup de buffs s'ils combattent contre un seul ennemi. Sang-woo est vraiment en colère et il est déterminé à en finir ici même. Ses loups et ours parviennent facilement à abattre le tigre de guerre avec leur grand nombre. Pendant ce temps, de l'autre côté, un soldat rapporte au lieutenant que leurs troupes sont de retour. Le sergent Kim arrive là-bas et le lieutenant Park s'enquiert de leur mission. Le sergent Kim rapporte qu'ils ont vaincu le boss. Le lieutenant est heureux, mais il demande le commandant de section et le sergent Kang.
Le sergent Kim répond qu'ils sont tous les deux morts et Sang-woo arrive. Il est là pour parler de la mission où le sergent Kang a essayé de le tuer. Le sergent Kim arrive au quartier général principal avec Sang-woo et ses sbires. Les soldats ont peur après avoir vu les squelettes. Le sergent Kim informe ses compagnons qu'ils vont bientôt être libres. Sang-woo se précipite dans le bâtiment. Il jette le lieutenant Park dans le bureau de leur commandant. Le commandant est déçu du lieutenant Park car il a échoué à lancer la rébellion. Sang-woo pense que ce commandant est pathétique car il pousse ses troupes à leur mort. Le commandant leur informe qu'ils n'ont survécu jusqu'à présent que parce qu'ils ont suivi les règles militaires. Sang-woo lui dit qu'il est pathétique et qu'il a forcé ses troupes à se battre pour lui et qu'ils sont à bout maintenant. Le commandant lui dit que le premier jour de cet apocalypse, ils ont combattu dur contre les monstres. Et de nombreux soldats ont sacrifié leur vie dans le processus. Ils ont reçu un effet de synergie caché pour avoir combattu dur, en groupe. Cet effet de synergie accorde au commandant la classe de commandant. Le commandant peut ordonner n'importe quoi à ses troupes, et s'ils lui désobéissent, ils recevront une punition sous forme de restriction sur toutes leurs statistiques. Ces troupes reçoivent une quête de groupe à 6 heures chaque jour et reçoivent un petit buff à la fin de la quête. Si un soldat désobéit ou quitte la zone, il sera marqué comme déserteur et tous les monstres à proximité commenceront à le chasser. Sang-woo lui dit qu'il a envoyé ses soldats à la mort tout ce temps. Le monde actuel est comme un jeu de survie et tous les humains ne sont que des pions sur l'échiquier du créateur de ce jeu. Sang-woo va droit au but et demande pourquoi il a ordonné à ses troupes de le tuer. Le commandant lui dit qu'il est une épine dans leur côté, et il ne peut pas laisser des groupes rebelles comme le sien prospérer dans ce monde et renverser le gouvernement. Le commandant continue de l'accuser de nombreuses choses, mais Sang-woo réalise que le commandant n'essaie même pas de ménager ses mots et de ne pas l'offenser, et peut-être que le commandant pense qu'il peut s'occuper de lui avec sa petite équipe. Sang-woo lui dit de libérer les soldats de sa synergie et de lui remettre tout son or. S'il fait cela, il quittera cette zone une fois la saison 1 terminée. Le commandant devient furieux et lui dit que tout l'or et les soldats appartiennent à l'armée. Sang-woo met les choses au clair et lui dit qu'il n'est pas là pour faire un marché, soit le commandant lui remet tout lui-même, soit il les récupérera après l'avoir tué. Le commandant a peur et accepte les conditions de Sang-woo. Le commandant lui remet 45 000 pièces d'or, mais Sang-woo pense que c'est trop peu. Il demande des informations sur les fioles de bêtes de guerre au commandant, mais ce dernier refuse de lui dire car ce n'était pas une partie de leur accord. Sang-woo le fait chanter en disant qu'il ne partira pas après la fin de la première étape. Le commandant lui dit qu'il a acheté les fioles chez les marchands ambulants et qu'ils ne lui ont jamais révélé leur emplacement principal. Ils ont également dit au commandant que les personnes sans pouvoir et pathétiques achètent des choses dans les magasins de roulettes. Sang-woo se souvient que cette même phrase était écrite sur le mur du magasin détruit, et il pense qu'ils sont responsables de la destruction du magasin. Sang-woo commence à partir avec ses sbires, mais le commandant essaie de l'attaquer par derrière avec son arbalète. Un autre soldat se précipite avec l'arbalète et tire sur lui, mais il parvient à bloquer avec son bouclier d'os. Sang-woo en a assez et lance 2 poignards d'os sur eux, ce qui conduit à leur mort. Il reçoit 14 000 pièces d'or pour avoir tué les deux. Un sbire essaie d'aller vers le commandant, mais il lui dit d'arrêter sinon il fera exploser une bombe. Cette bombe s'appelle Abyss Concentrate et il l'a achetée chez les marchands ambulants. Sang-woo devient heureux et lui demande d'utiliser Abyss Concentrate sur lui car c'est la même compétence que l'orc chaman a utilisé contre lui à l'école. Le tigre blanc défonce la fenêtre et il écrase la main du commandant. Sang-woo lui dit de transmettre ses salutations au seigneur vampire en enfer et le tigre blanc le décapite d'un seul coup. Sang-woo reçoit 6 000 pièces d'or pour avoir tué un joueur de niveau 3. Il pense que le commandant était un perdant pathétique car il était encore au niveau 3. Le commandant n'avait qu'un peu d'or car il avait dépensé toutes leurs ressources pour acheter autre chose. Le tigre de guerre ouvre un casier et il y a de nombreux produits à l'intérieur que le commandant a achetés chez les marchands. La description des fioles de bêtes de guerre indique qu'elles ont été créées à l'origine par un joueur inconnu en faisant bouillir un humain qui vient de se transformer en bête de guerre. Injecter cette fiole dans les muscles transformera le joueur en bête de guerre pendant 20 minutes. Pendant ce temps, à l'extérieur, Ji-Yoon se fait soigner par la nouvelle compétence de guérison de Hanno. Ils utilisent la compétence de Hanno au lieu de potions car ils les ont données aux soldats blessés et Hanno a besoin d'augmenter le niveau de sa compétence de guérison. Hanno est un peu blessé car même les sbires de Sang-woo le méprisent, droit, vient le tapoter, ce qui lui donne du courage. Sang-woo sort et demande des nouvelles des blessures de Ji-Yoon. Elle lui dit qu'elle va bien et qu'elle s'est précipitée sur le tigre-garou car elle pensait que sa classe pouvait facilement rivaliser avec le tigre-garou. Sang-woo lui dit que c'est bon car il y a beaucoup d'autres monstres qu'ils peuvent facilement tuer avec leur seule compétence. Il est content que Hanno ait appris la compétence de guérison, car bientôt ils devront affronter les sous-fifres du roi Lich et la classe de prêtre est le contre parfait pour la classe des morts-vivants. Hanno peut même un jour battre Sang-woo s'il utilise bien sa classe. Hanno demande à propos de son nouveau manteau cool. Sang-woo lui dit qu'il l'a reçu du coffre qu'il a obtenu après avoir tué le troll. C'est un manteau de rang légendaire appelé manteau du roi des ombres. Elle réduit les dégâts de 10% et permet au porteur de rester caché dans les ombres jusqu'à ce qu'il attaque un ennemi ou que quelqu'un utilise une compétence de détection pour le repérer. Hanno devient découragé car il n'a jamais reçu d'objet de rang légendaire.
Le sergent Kim informe Sang-woo que certains soldats ont décidé de partir à la recherche de leur famille tandis que les autres ont décidé d'aller en ville. Certains ont également refusé de coopérer jusqu'au bout et se débrouilleront seuls maintenant. Sang-woo leur dit de retourner en ville. Il a besoin de continuer à monter de niveau car il ne reste que 3 jours avant la fin du chapitre 1. De retour en ville, tout le monde est occupé à monter de niveau et à faire des raids dans les donjons. Pendant ce temps, Sang-woo est monté au niveau 12 après avoir vaincu un camp d'orques, mais sa progression de niveau a ralenti car il ne rencontre que des monstres plus faibles. Il a choisi une carte de force comme option de niveau, et sa force a augmenté de 3, et maintenant sa force totale est de 13, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il doit monter de niveau jusqu'à 15 dès que possible et acquérir la faux du faucheur. Une nouvelle notification apparaît informant les joueurs que le chapitre 1 de l'histoire principale est terminé et que le bonus d'événement de double or est également invalide maintenant. De plus, la restriction sur les déplacements entre différentes zones a également été levée. Un guide de démarrage de l'histoire principale apparaît. Il félicite les joueurs pour avoir survécu jusqu'au chapitre 2. Le système leur dit en outre qu'ils découvriront bientôt le but de ce jeu et que maintenant les survivants doivent renforcer leurs forces pour faire face à ce nouveau défi. 3 autres avertissements apparaissent qui leur disent que cet événement durera 20 jours. Des monstres apparaîtront partout dans le monde, ce qui fournira des récompenses majeures et les boss de raid peuvent attaquer les zones de sécurité également. Le dernier avertissement indique que des signes de camps d'anges ou de démons sont prévus pour une mise à jour ultérieure. Les joueurs peuvent commencer à chercher les traces des 2 espèces qui sont dispersées à travers le monde. Sang-woo réalise qu'il y a 2 choses importantes dans cette nouvelle mise à jour. D'abord, les boss de raid et ensuite, les démons ou les anges, mais il n'a aucune information à leur sujet. Anno l'informe de quelque chose de majeur dans l'application mobile. Il s'avère qu'ils ont publié le classement pour le serveur coréen. Sang-woo est à la 3e place de tout le serveur coréen. Il est étonné par le gars en première position car il tue des monstres non-stop, mais il est toujours au niveau 12. Il pense que ce gars en première place est peut-être un joueur professionnel. Jisoo réalise quelque chose d'étrange à propos des joueurs en 4e et 5e position. À en juger par leur nom d'idée, ils appartiennent tous les deux au même groupe, mais ils sont toujours dans le top 5 ensemble. Anno dit à Sang-woo de vérifier le forum en ligne. Il s'avère que le procureur de la place Yongdeokpo veut le rencontrer et il a fait un post public à ce sujet. Il demande une rencontre officielle avec Sang-woo. Il a la plus grande communauté de survie de Corée avec 500 joueurs travaillant sous ses ordres. Leur objectif est de surmonter cette crise et de révéler la vérité derrière ce jeu. Le procureur a entendu beaucoup de bonnes choses sur lui et il veut qu'il rejoigne sa guilde. Le procureur viendra en personne si Sang-woo accepte de le rencontrer. Sang-woo est sûr que ce type veut quelque chose de différent de lui, qu'il ne montre pas aux autres. Maintenant, Sang-woo a une chose de plus à craindre. Pendant ce temps, de son côté, le procureur et ses membres de guilde brûlent des monstres. L'un de ses joueurs l'informe que les restrictions de voyage ont été levées et c'est l'occasion parfaite d'étendre leur territoire. Une chasseuse l'arrête car il y a des boss de raid, des démons et des anges à l'extérieur, et ils ont d'abord besoin d'informations à leur sujet. Le procureur leur dit que leur mission est de tuer des monstres et de sauver des gens. Ils doivent empêcher l'anéantissement de leur civilisation. Les joueurs sont motivés après l'avoir entendu. La joueuse essaie de suivre le joueur numéro 1 pour qu'il puisse le recruter, mais il n'y a aucune trace de lui nulle part. C'est pourquoi elle a fait ce poste pour recruter Sang-woo, qui est à la 3e place. Ils ont besoin de bons joueurs réputés comme lui pour augmenter leur force car ce monde est rempli de personnes égoïstes et corrompues. Les survivants louent Sang-woo sans arrêt sur les forums en ligne, et il est devenu plus populaire que le procureur. Ce dernier doit le rencontrer le plus rapidement possible et s'assurer qu'il n'est pas une menace pour leur avenir. La joueuse informe le procureur que Sang-woo a répondu à leur poste et qu'il est prêt à les rencontrer. Le procureur dit à ses joueurs de se préparer à voyager vers la forteresse de Hwaseong. Le lendemain matin, Sang-woo dit à ses compagnons qu'il doit rencontrer le procureur pour partager des informations importantes et il veut connaître des astuces pour monter rapidement de niveau où ils seront tués par la liche à l'avenir. Le groupe de motards de Tazong arrive vers eux et informe Sang-woo qu'ils ont été attaqués par des gens étranges qui ont emmené son ami Yongshik avec eux. Ils cherchaient quelque chose appelé cerf doré. Mais une fois qu'ils ont découvert que le groupe de Tazong ne savait rien sur le cerf doré, ils ont commencé à les attaquer. Jisoo-yoon pense qu'ils sont juste un groupe de hors-la-loi d'une autre zone, mais bientôt ils découvriront leur ville une fois qu'ils auront enquêté sur Yongshik. Sang-woo demande à Tazong de le conduire chez ses bandits. Pendant ce temps, les bandits battent Yongshik, mais il ne donne aucune information sur eux. Il sait qu'ils le finiront s'il leur dit des informations sur leur ville. L'un des joueurs est sur le point de le tuer, mais le groupe de Sang-woo arrive à temps. Les bandits leur posent la même question sur le cerf doré, mais Sang-woo leur dit qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle et qu'il n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit lié au cerf doré. Le bandit est un pervers, donc il leur demande de lui remettre Jisoo-yoon. Jisoo s'énerve et veut le tuer. Le bandit se précipite vers elle. Il utilise une compétence avec son arme, mais Jisoo-yoon l'esquive. Il continue à balancer son arme sur elle, mais elle esquive facilement toutes ses attaques. Finalement,
Elle décide que c'en est assez, et elle coupe l'un des bras du bandit. Son homme de main lance une boule de feu sur Jisoo, mais elle parvient facilement à la parer. Jisoo se précipite sur eux avec son épée, et elle les brûle vifs. Deux autres bandits se font clouer par les dagues de Hano. L'un des bandits prend Young-shik en otage et les menace de reculer. Sang-woo apparaît derrière lui et le finit avec son poignard. Certains bandits ont réussi à s'échapper à temps sur leur moto. Tazong demande à Young-shik s'il a découvert quelque chose sur le cerf doré des bandits, et il répond que cela donne aux joueurs des objets épiques. Soudain, Jisoo repère un cerf doré près d'eux, une quête cachée apparaît et maintenant ils doivent attraper le cerf doré pour acquérir l'un des billets vers une étape cachée. Sang-woo utilise sa technique juste en dessous du cerf doré, et les zombies commencent à apparaître devant lui. Le cerf doré parvient à s'échapper d'eux, soudainement envoie ses loups-garous après le cerf. Ils poursuivent le cerf dans une ruelle, mais leur chemin semble déjà bloqué par un loup-garou. Le loup-garou a peur après avoir vu le groupe de Sang-woo, et il commence à s'enfuir. Le cerf doré se fait facilement écraser par les loups d'os de Sang-woo. Il reçoit une partie du billet pour l'étape cachée, mais il est inquiet de quelque chose car tous les loups-garous attaquent instinctivement leur proie, tandis que celui-ci a utilisé sa tête et s'est enfui. Il est inquiet à ce sujet, mais ils doivent retourner en ville pour leur réunion. De retour en ville, tout le monde est heureux car ils vont voir le procureur, qui est assez célèbre sur le forum en ligne. Sang-woo est assez impressionné car le procureur est allé aussi loin, en utilisant un hélicoptère sans se soucier des wyvernes. Sang-woo et le procureur se rencontrent pour la première fois et le procureur se présente comme Jong-un Choi. Sang-woo remarque que les habitants de sa ville voient le procureur pour la première fois et ils sont excessivement charmés par lui. Ils agissent de la même manière que les vampires inférieurs agissaient pour leur seigneur vampire, il en est de même pour Hano, dont les yeux scintillent après avoir rencontré le procureur. Sang-woo l'emmène dans son bureau et le procureur lui dit que les habitants de sa ville sont très vivants. Il explique en outre qu'ils ne vont pas très bien parce que les survivants affluent à Yongdeokpo et que le nombre total de personnes a dépassé 30 000. Sang-woo pense qu'avoir plus de gens doit rendre sa culpabilité plus forte, mais le procureur lui dit que ce n'est pas le cas parce que la plupart des survivants sont des enfants ou des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir sur le terrain pour chasser. C'est pourquoi il a besoin de personnes fortes comme lui pour rejoindre sa guilde. Il sait que Sang-woo est très capable parce qu'il a atteint le top 5 du classement, ce qui est en soi une tâche difficile. Lorsque le jeu a commencé, ses parents ont été tués par les monstres, il a réussi à s'en sortir vivant grâce à son pouvoir. Le procureur méprise ce jeu et il veut se venger de l'entité qu'il a fait. C'est pourquoi il veut que Sang-woo le rejoigne parce qu'il veut des gens fiables avec une bonne réputation comme lui. Il y a aussi autre chose qu'il a fait venir personnellement. Le procureur lui montre une autre pierre de prophétie et demande à Sang-woo de la toucher. Après que Sang-woo l'a touchée, il lui montre une autre mauvaise fin pour le serveur coréen. Cette fin montre un aperçu futur de l'île de YOI, quelques racines commencent à sortir du sol et se transforment en un grand arbre du monde, ces racines commencent à trouver et à tuer les joueurs autour. La notification de la pierre de prophétie les informe que cette tragédie se produira s'ils échouent à arrêter les déchus qui planteront la graine de l'arbre du monde dans une certaine zone et la feront muter en offrant des sacrifices humains. Le procureur lui dit qu'ils doivent travailler ensemble pour empêcher cette tragédie de se produire. Il l'informe en outre que l'arbre du monde a planté ses racines sur l'île de YOI et qu'il se trouve qu'il y a un raid de boss là-bas. Le procureur devient excité et dit à Sang-woo qu'ils doivent attaquer le boss dès qu'ils le peuvent. Sang-woo est également d'accord avec lui en raison du sort de leur monde, mais il hésite à partager les informations sur le roi Lich parce que cette tragédie ne se produira que si Sang-woo échoue à obtenir la faute du faucheur ou peut-être que le procureur le tuera, pensant que cela annulera la quête exclusive. Sang-woo accepte de coopérer avec lui, mais il ne rejoindra pas sa guilde. Ils formeront une alliance temporaire et les récompenses du raid seront partagées également entre eux. Ils sont sur le point de se serrer la main sur ces conditions, mais Hano fait irruption dans la pièce et les informe qu'un groupe de pillards se dirige vers la ville. Le procureur leur dit que c'est une excellente occasion de montrer la puissance de combat de sa guilde. Les pillards se rapprochent et le procureur connaît déjà la classe de Sang-woo, alors il lui parle de sa classe. Le procureur a une classe de commandant croisé. Il peut recevoir une puissante synergie en nommant des croisés et en formant un ordre de chevaliers. Un des subordonnés du pillard repère le groupe de Sang-woo et informe son chef qu'il s'agit d'eux qui les ont attaqués. Le chef leur dit qu'il cherchait à l'origine le cerf doré, mais maintenant il obtiendra beaucoup de ressources dorées après avoir massacré toute la ville. Le procureur peut juste dire d'un coup d'œil que ces pillards sont habitués à tuer des gens. Il ordonne à son équipe de croisés de charger l'ennemi. Le chef des pillards ordonne d'abattre les croisés avec des attaques à distance. Les compétences de glace et de boules de feu sont sur le point de toucher les croisés, mais le procureur forme un bouclier autour d'eux qui parvient à absorber toutes les attaques à distance. Le chef des pillards dit à ses subordonnés de s'engager dans un combat rapproché. Un pillard essaie d'écraser un croisé avec son gourdin en fer, mais il est coupé en deux par lui.
Les croisés parviennent à tenir les pillards à distance. Les pillards ont essayé de faire correspondre 2 de leurs camions à la formation des croisés, mais le procureur utilise sa compétence échelle de lance croisée, qui anéantit les 2 camions en un instant. Sang-Woo est impressionné parce que le procureur vient de détruire 2 camions avec une attaque. Les pillards sont repoussés par les croisés, mais le chef des bandits a lancé ses haches sur eux, ce qui a causé d'énormes dégâts à certains d'entre eux. Le chef rappelle ses haches à lui, ce qui prouve qu'il est assez puissant et que ces haches ne sont pas des armes ordinaires. Le chef leur dit que ce sont des haches Vortex et qu'aucune armure ne peut les bloquer. Le procureur qualifie les armes de simples jouets et se prépare à affronter le chef des pillards. Ce dernier devient en colère après avoir entendu cela et il lance ses lames Vortex légendaires sur le procureur, ce qui entraîne une grande explosion. Après que la fumée s'est dissipée, le procureur se tient au-dessus des lames Vortex et elles ont été détruites par son épée. Le chef des bandits devient plus en colère après avoir perdu son arme de rang légendaire. La joueuse sous les ordres du procureur informe Sang-Woo que le procureur reçoit des boosts de défense en fonction du nombre de chevaliers dans son groupe et qu'il a probablement la défense la plus élevée au monde. Mais Sang-Woo et Ji-Yoon sont sceptiques à ce sujet parce qu'ils pensent que Hano a la défense la plus élevée du monde entier. Le procureur utilise l'échelle de splendeur des croisés, qui guérit son unité et leur donne un buff égal à la quantité de dommages qu'il a bloqués. Ces chevaliers sont buffés et ils commencent à se précipiter sur les pillards, mais leur chef n'a pas encore fini avec ses stratagèmes. Pendant ce temps, les habitants de la ville se cachent à cause du raid en cours. Le père de Hano est curieux de savoir à quoi ressemble la guilde de libération. Le lancier Kyung-soo est également curieux, alors tous les deux sortent pour jeter un coup d'œil, mais l'état des croisés n'a pas l'air bon. Ils ont tous été assommés par ce qui ressemble à du gaz empoisonné. Oui, le chef des bandits leur dit qu'il a acheté son concentré d'abîme auprès du vendeur ambulant. D'autre part, le procureur voulait démontrer un petit peu de la puissance de combat de la guilde de libération. Le procureur commence à se préparer à utiliser la technique secrète qu'il voulait garder secrète, mais Sang-Woo demande au procureur de se tenir à l'écart parce qu'il en a assez vu et maintenant c'est à son tour de montrer son nouveau pouvoir. Le chef des pillards lance une autre bouteille de concentré d'abîme sur Sang-Woo, mais il devient encore plus puissant après avoir absorbé l'essence du concentré d'abîme. Sang-Woo se rend compte que ce concentré d'abîme est une forme mineure de la compétence utilisée par l'orc chaman contre lui dans le campus universitaire. L'un des bandits retire son masque, pensant que le poison est défectueux, mais il s'évanouit en un instant. Sang-Woo active la réponse de la mort au milieu de la formation des pillards, et les pillards ont peur parce qu'ils savent maintenant qu'ils sont confrontés aux nécromanciens classés 3e sur le serveur coréen. Ces spires commencent à massacrer les pillards, le père de Hano et Kyung-soo sont tous les deux heureux après avoir regardé Sang-Woo semer le chaos. La mère de Hano vient vérifier ce qu'ils font, ce qui les effraie, et il pousse un cri fort. Le chef des bandits le remarque et dit à ses subordonnés de les prendre en otage. Les bandits commencent à se précipiter sur eux, mais Ji-Yoon bloque leur chemin. Elle commence à les trancher avec sa compétence et le chef des bandits se rend compte qu'il n'aurait pas dû s'embêter avec ces gens, mais il est trop tard et il est poignardé par derrière par Sang-Woo, qui reçoit l'autre moitié du billet de serre doré comme récompense, ce qui complète sa quête. Une autre notification apparaît qui lui dit de se préparer parce qu'il sera téléporté à une étape secrète où seuls les propriétaires de billets peuvent y entrer. Bientôt, il est téléporté là-bas et le procureur est curieux de cette porte, il essaie d'y entrer, mais il est arrêté par le système parce qu'il n'a pas de billet. L'un de ses subordonnés dit que Sang-Woo était plus puissant que le procureur et ce dernier l'arrête en lui disant de ne pas répandre de telles rumeurs, on dirait qu'il est jaloux de quelque chose. Le procureur demande à propos de la porte dans laquelle Sang-Woo vient d'entrer, mais Ji-Yoon refuse de lui dire quoi que ce soit. Le procureur utilisait une compétence passive appelée aura de héros de guerre sur tout le monde autour de lui. Jusqu'à présent, cette compétence crée une aura autour du procureur qui instille des sentiments de sympathie et de respect pour lui. Cette compétence fonctionne bien sur les joueurs de niveau inférieur. Il peut également affecter les joueurs de haut niveau s'ils sont dans un état d'anxiété. Ji-Yoon n'est pas affecté par cette compétence. D'un autre côté, Hano est complètement affecté par elle et il est sur le point de dire au procureur à propos de l'événement, mais Ji-Yoon l'arrête. Le procureur leur dit qu'il voulait s'enquérir des infos sur le portail parce qu'il s'inquiète pour la sécurité de Sang-Woo. Ces mots produisent une anxiété chez Ji-Yoon et elle laisse échapper que cette porte mène à une étape secrète. Le procureur la remercie et lui dit qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour Sang-Woo parce qu'il est l'un des joueurs les mieux classés. Il informe en outre Ji-Yoon que ses compétences à l'épée sont d'un autre niveau et il veut qu'elle fasse partie de la guilde de libération. Mais Ji-Yoon refuse catégoriquement son offre, Hano quant à lui est prêt à les rejoindre, mais Ji-Yoon le traîne. Le procureur est assez impressionné car la plupart des gens qu'il a rencontrés auparavant étaient facilement affectés par sa compétence. De l'autre côté de la porte, Sang-Woo arrive à l'étape cachée, une notification apparaît qui lui dit qu'il recevra une récompense spéciale pour avoir terminé l'étape. Même s'il échoue, il sera ramené à son emplacement d'origine et s'il meurt, il sera quand même ramené dans le monde réel. Certains gobelins de couleur or commencent à entourer Sang-Woo, ces gobelins sont assez arrogants et ils pensent que c'est leur proie. Sang-Woo invoque ses spires et leur ordonne de se débarrasser de ces parasites de Baran. Pendant ce temps, juste à l'extérieur du portail, la guilde de libération prend soin de leurs membres blessés.
Les potions de guérison normales n'étaient pas efficaces, ils ont donc dû utiliser des antidotes, ce qui prouve que c'était une malédiction de débuff de Baran. Le procureur se demande toujours pourquoi une telle malédiction puissante n'a eu aucun effet sur Sangwoo. Le gars aux lunettes de la guilde du procureur a une compétence d'éclaireur à 3 étoiles et il informe le procureur que Sangwoo était buffé par la malédiction pendant le combat. La joueuse féminine dit au procureur qu'elle écrira elle-même le contrat pour leur alliance, ce qui sera plus avantageux pour eux. Le procureur lui permet d'écrire le contrat mais lui rappelle qu'elle ne doit rien faire qui puisse retourner Sangwoo contre eux. Il se dit que tout le monde qui a touché la pierre de prophétie pour la première fois est devenu effrayé après avoir été témoin d'un aperçu de la fin du monde, mais Sangwoo a semblé nonchalant à ce sujet. Il charge la joueuse féminine de découvrir si Sangwoo avait été en contact avec la pierre de prophétie auparavant. Pendant ce temps, les spires de Sangwoo sèment le chaos à l'intérieur du donjon secret. Il ressuscite quelques orques dorés et se rend compte que ces monstres sont un peu plus forts que ceux du monde humain, mais cela ne pose aucun problème à Sangwoo car il apprécie cette chasse à l'intérieur du donjon. Il n'a personne à protéger, alors il peut tout donner sans se soucier de rien. Il pense également qu'il est une armée à lui tout seul et qu'il n'a pas besoin de coéquipiers. Son expression commence à changer, mais il redevient normal après avoir entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Il n'y a personne autour, mais il pense qu'il doit sortir d'ici dès que possible ou il perdra la tête. Il avance plus loin dans le donjon et arrive finalement à un endroit où il a 2 options. Il peut opter pour un trésor plus grand ou un plus petit avec moins de danger. Sangwoo est assez confiant à ce stade et choisit le plus grand, donc il atteint le coffre au trésor. Mais il est sceptique car personne n'a essayé de l'arrêter. Il ordonne à ses spires d'attaquer le coffre au trésor. Après avoir été attaqué, le coffre au trésor se transforme en un boss imitateur, ses dents sont très fortes et son attaque de morsure peut infliger une énorme quantité de dégâts. Sangwoo pense que sa mobilité doit être faible car il n'a ni jambes ni bras. Il ordonne à ses ours-garous et loups-garous d'attaquer, mais le boss les repousse facilement et Sangwoo est pris au piège et est repoussé violemment, il commence à cracher du sang. Le boss devient plus actif après avoir senti le sang et commence à poursuivre Sangwoo. À ce stade, Sangwoo se rend compte qu'il a vraiment foiré cette fois-ci et qu'il n'aurait pas dû prendre le boss à la légère, il manque également ses coéquipiers car il est toujours très prudent lorsqu'ils sont là. Le boss est sur le point de mâcher Sangwoo mais ses spires ont réussi à le retenir à temps. Sangwoo profite de cette occasion pour activer sa réponse de mort à l'intérieur de la bouche du boss et les zombies commencent à se précipiter à l'intérieur de sa bouche, puis il recule et ses spires ferment la bouche du boss avec leur poids. Sangwoo fait exploser les zombies et même ses spires sont repoussés par l'impact de l'explosion. Après que la fumée se soit dissipée, Sangwoo reçoit un total de 1434 points pour avoir vaincu le boss imitateur et avoir terminé une mission de rang A+. Le boss n'a aucun dommage sur sa coquille extérieure, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être vaincu de l'extérieur. Sangwoo prend note de cela et il sera très prudent à partir de maintenant. Après avoir été guéri, Sangwoo se dirige vers la pièce suivante. Cette salle de classe est une salle de récompense et il y a de nombreux casiers à l'intérieur qui peuvent être déverrouillés en utilisant les points qu'il vient d'obtenir en battant le boss. De plus, les objets à l'intérieur de ces casiers ne sont pas disponibles dans les magasins normaux et ils peuvent augmenter l'expérience et les statistiques d'un joueur. Sangwoo achète un parchemin de serment qui lui permet de faire un serment avec un autre joueur. Les 2 joueurs peuvent proposer chacun une condition et l'échec à remplir la condition entraînera la mort. Puis il choisit 3 autres objets de rang C qui comprennent une pierre d'amélioration de l'équipement, une fiole d'amélioration de la force, une carte d'expérience et un parchemin de serment. Sangwoo est monté au niveau 13 comme récompense pour avoir terminé l'étape cachée et toutes ses statistiques sont améliorées. Il a également reçu 150 pièces d'or et il choisit une carte d'agilité garantie à 3 points car s'il avait suffisamment d'agilité, il aurait pu facilement dépasser le boss. Un portail vers le monde réel s'ouvre et il y entre. Sangwoo et le procureur se rencontrent à nouveau, et Sangwoo lui dit qu'il est désolé de lui avoir fait perdre son temps. Le procureur lui présente quelques potions en cadeau et il veut annoncer leur alliance au public. Il suggère donc qu'ils devraient poster une photo d'eux et de leur contrat dans le forum. L'un de ses membres de guilde a une classe de photographe. Il a des compétences et des objets qui lui permettent de poster des photos sur le forum en ligne. Il explique en outre que les gens ont besoin d'espoir alors il cherche des héros comme Sangwoo et le procureur. Cela peut rendre Sangwoo une cible facile pour d'autres joueurs, mais il a besoin d'une image positive, alors il accepte. Après cela, le procureur part avec sa guilde. Ji-Yoon dit à Sangwoo qu'ils doivent gagner plus de niveaux avant le raid, et ce dernier est d'accord avec elle. Le lendemain matin, un groupe de gobelins et d'orques est attiré par une odeur. Les 2 groupes commencent à se charger l'un l'autre et Sangwoo les fait exploser, ce qui entraîne une grande explosion. Il chasse avec cette méthode et c'est assez rapide pour gagner de l'expérience. Cet article qu'il utilise pour attirer les monstres s'appelle la viande de loup avancée. C'était une recette ratée de la mère de Hano et ça sent fort. Alors Sangwoo lui a demandé de le ranger. Le père de Hano a installé un poste de guet avec sa nouvelle compétence de sentinelle coréenne qui fournit un buff à cette zone de sécurité. Maintenant Sangwoo n'a plus à s'inquiéter de la sécurité de la ville. Tazong arrive sur les lieux avec son gang de motards. Ils ont une nouvelle urgente pour Sangwoo.
Ils ont trouvé un magasin et l'ont approché, mais il avait déjà été détruit par quelqu'un. Sanguo pense que cela devient un problème vraiment sérieux, ils doivent essentiellement chasser ou chercher leur nourriture quotidienne, et il n'y a aucun moyen qu'ils puissent tenter des choses comme l'agriculture de sitôt. Sanguo leur dit d'informer le lancier pour affecter des gardes à chaque magasin qu'ils trouvent où ce problème peut bientôt menacer leur sécurité. Sanguo demande pourquoi ses amies féminines se tiennent si loin. Tazong lui dit qu'il avait donné un coup de pied à son amie quand elle était possédée par le seigneur vampire, et maintenant, elle pense que Sanguo est une brute qui bat les femmes. Après cela, Tazong part avec son gang, et Sanguo se prépare à monter de plus de niveaux. La compétence de Jisoo-Yun s'active, ce qui l'informe d'un danger imminent. Elle dit à tout le monde de se préparer à l'action. Soudain, 2 loups-garous se précipitent hors des fenêtres des bâtiments, les sbires de Sanguo essaient de les retenir, Sanguo est sur le point de tirer sur un loup-garou, mais un autre loup apparaît derrière lui et lui dit de ne pas le faire. Sanguo est étonné d'entendre un loup-garou parler. Le loup-garou commence à les attaquer même après leur avoir demandé de ne pas tirer. Un loup-garou s'empare du sac de Hano et tous les 3 commencent à manger la viande de loup avancée comme des fous. Tandis que les loups-garous sont occupés à manger la viande, ils sont entourés par les sbires de Sanguo. Ce dernier demande au loup-garou de lui donner une bonne raison de ne pas tirer cette fois. 2 loups-garous ont peur et demandent à leur chef ce qu'ils doivent faire. Le chef des loups-garous commence à se précipiter vers l'emplacement avec les orques les plus faibles, il commence à les tuer et dit aux autres de s'enfuir pendant qu'ils gagnent du temps pour eux. Ensuite, Sanguo tire 2 flèches qu'il arrête avec succès, mais ses 2 compagnons parviennent à s'enfuir. Sanguo lui dit qu'il a montré un étalage étonnant de camaraderie et il lui demande pourquoi ils ont attaqué son groupe. Le chef les informe qu'ils ont perdu l'esprit après avoir senti la viande qu'Hano portait, c'est pourquoi ils les ont attaqués. À propos de la façon dont ils sont revenus à leur sens, il l'informe qu'ils ont reçu une quête pour chasser et dévorer des joueurs et après avoir terminé la quête, ils sont revenus à leur sens. Sanguo pense qu'ils doivent être les responsables de la destruction des magasins et le loup les informe qu'ils n'en sont pas responsables et qu'il essaie d'éviter les humains autant que possible. Il les informe en outre qu'il y a un autre groupe extrêmement hostile envers les humains et qu'ils sont responsables de la destruction des magasins afin de mettre les joueurs en désavantage. Il les informe en outre qu'il y a des humains dans ce groupe également, ils sont appelés les scientifiques fous et ils sont en gros les chefs de ce groupe, ils collaborent tous ensemble pour créer de dangereux objets. Sanguo réalise qu'ils doivent être les vendeurs ambulants et le remercie d'être honnête, mais il l'informe que ses amis ne viendront pas pour le sauver. Le loup-garou n'a aucune inquiétude car lorsque la sélection de classe s'est produite, il était sceptique quant au système, alors il n'a choisi aucune carte et il n'a pas non plus laissé sa famille choisir quoi que ce soit. Mais son fils était dans les jeux, alors il a choisi une carte. Son fils était le premier humain qu'il a dévoré et il voulait mourir dès qu'il a retrouvé ses esprits. Le loup-garou leur souhaite bonne chance pour l'avenir et Sanguo le poignarde. Hano se sent mal pour les loups-garous, mais Sanguo lui dit de se préparer car ils vont poursuivre les 2 loups-garous qui viennent de s'échapper. Sanguo doit les interroger pour qu'ils puissent trouver plus d'informations sur le territoire des bêtes-garous. Il hésite un peu, mais il sait que les bêtes-garous sont conçus comme des monstres et elles peuvent devenir incontrôlables à tout moment, alors il ne peut montrer aucune pitié envers eux. Le groupe est allé assez loin, alors qu'il cherchait les loups-garous, il se cache après avoir entendu des voix venant de près. Il s'avère que les 2 loups-garous ont été capturés par des kobolds. L'un d'eux suggère qu'ils devraient faire des saucisses avec ces loups, mais leur chef d'équipe leur dit de ne pas les manger car ils sont des cadeaux pour leur reine. Les kobolds commencent à poignarder les loups avec des lances qui sont enduits d'une sorte de poison paralysant et ils les traînent jusqu'à leur cachette une fois qu'ils perdent connaissance. Sanguo et ses amis sont confus car les kobolds sont des monstres de bas rang et ils ont réussi à capturer 2 loups-garous de niveau moyen. Ce donjon a aussi un magasin, ce qui signifie que le magasin doit être encore intact car il n'a pas encore été nettoyé. Sanguo dit à ses membres de groupe qu'ils doivent sécuriser le magasin pour la survie de toute leur communauté. Ils reçoivent une notification indiquant que c'est un grand donjon appelé les chambres de la reine araignée venimeuse. C'est aussi un donjon tueur car il a pris la vie de 124 joueurs. Ils recevront 50% de récompenses supplémentaires pour le nettoyer. Hano a peur car ils n'ont pas apporté de gobelins vivants avec eux et ce donjon est conçu pour être favorable aux monstres. Plus loin à l'intérieur du donjon, ils ont été témoins de personnes attachées avec des toiles d'araignée et elles appellent à leur aide. Jisoo-Yun utilise sa technique de feu pour couper les toiles et libérer les joueurs. L'un des joueurs est assez reconnaissant, mais soudain, des araignées jaillissent de sa bouche, ce qui entraîne sa mort. Sanguo fait exploser leurs cadavres pour arrêter les araignées, mais cela alerte les kobolds qui semblent travailler avec les araignées et ils commencent à les envahir. Hano, qui tue l'un d'eux avec sa dague, active sa capacité d'invincibilité, est maintenant prêt à montrer à ces petites bestioles ce à quoi la vraie douleur et le désespoir ressemblent. Hano active son mode berserker et il écrase facilement les araignées et les kobolds. Même les monstres ont peur et pensent que Hano est comme un vrai démon. Hano utilise ses poings pour écraser la tête des monstres. L'un des kobolds les instruit de changer de stratégie et d'attacher Hano avec des toiles d'araignée. Ils entourent Hano de toiles d'araignée de tous les côtés, ils parviennent enfin à l'attacher,
mais Hanno éclate facilement ses toiles. Il est assez en colère contre eux, mais un kobold ordonne aux araignées de continuer à le pulvériser avec des toiles, et ils parviennent finalement à l'immobiliser complètement. Hanno prend peur et appelle à l'aide et Sang-woo explose tous les cadavres et les monstres sont pris dans l'explosion. Ji-Yoon et droit rappellent à Hanno qu'il s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il était trop arrogant. Alors qu'il parle, plus de monstres les envahissent. Sang-woo active la réponse de mort pour invoquer des zombies, il les fait ensuite exploser pour se débarrasser des monstres envahissants. Après un certain temps, ils ont nettoyé toute la station de métro, mais leur chemin vers la station suivante est bloqué. Sang-woo se souvient juste que ce métro était relié à un centre commercial au-dessus, et peut-être que la reine est présente là-bas. Après avoir nettoyé tout le centre commercial, ils ont atteint la salle du boss, ils sont sur le point d'y entrer, mais une notification apparaît qui les informe que c'est un donjon tueur qui a pris la vie de 124 joueurs et ils recevront une petite récompense s'ils abandonnent maintenant. Hanno et Ji-Yoon demandent à Sang-woo de le reconsidérer car il semble qu'un boss difficile soit à l'intérieur. Mais Sang-woo les informe que le taux de boss va être encore plus difficile, alors ils devraient faire face à ce dernier maintenant pour devenir plus fort. Quand ils entrent dans la salle du boss, un chaman kobold est présent là-bas et les accueille, il est le boss de ce donjon. Hanno est surpris car ce chaman kobold peut parfaitement imiter la langue humaine contrairement aux autres kobolds qui connaissent quelques mots humains. Le chaman kobold les informe qu'il a mangé 20 cerveaux humains qui lui ont donné la capacité de parole. Sang-woo sait maintenant que le jeu est conçu de deux manières et que les monstres peuvent également devenir plus forts en tuant des humains. Le chaman kobold leur dit qu'il aura bientôt 23 cerveaux humains et le sol commence à trembler et un autre boss appelé Giant Venomous Spider Queen fait son apparition. Les deux monstres unissent leurs forces et fusionnent en un. Sang-woo utilise sa réponse de mort pour sa compétence d'explosion habituelle. La reine araignée utilise ses toiles d'acier pour capturer les zombies et les spires de Sang-woo. Au lieu de les achever, elle les rejette loin d'elle. Le chaman kobold savait déjà pour la compétence explosive de Sang-woo car il les observait à travers ses éclaireurs. Sang-woo est inquiet car ce kobold connaît le langage humain. De plus, il est devenu intelligent comme un humain. Hanno lance ses dagues sur le kobold, mais elles sont bloquées par la reine araignée. Le kobold les informe qu'après leur fusion, il est devenu le cerveau tandis que la reine araignée est le corps, elle le protégera donc à tout prix. La reine araignée les attaque avec plus de toiles, mais Ji-Yoon utilise son épée incendiaire qui parvient facilement à brûler les toiles, puis elle attaque l'araignée et l'une de ses pattes prend feu. Le chaman kobold utilise sa compétence aqua pour éteindre le feu sur la patte de l'araignée, il commence ensuite à retenir Ji-Yoon avec sa compétence aqua. Sang-woo ordonne à ses spires de se regrouper et de bloquer le boss. Il donne également l'instruction à Hanno de rester avec Ji-Yoon. Sang-woo semble avoir élaboré un plan pour le boss. Ce dernier écrase les spires un par un et il est impatient de manger des cerveaux humains. Sang-woo ressuscite tous les monstres morts qui ont été capturés auparavant par la reine, puis il leur dit que l'heure du dîner est terminée, car ce nid de boss rempli de cadavres est une combinaison parfaite pour sa classe de nécromancien. Les spires réanimés commencent à se précipiter vers le boss, la reine araignée parvient facilement à couper certains d'entre eux en deux avec son attaque de pattes. L'un des spires parvient à trancher l'une de ses pattes et la reine devient plus agitée et lance du poison sur eux, mais les spires ne sont pas affectés par le poison car ils sont juste faits d'os. Le chaman kobold le réalise également et ordonne à la reine de ne pas utiliser de poison sur les cadavres, elle parvient à écraser la première vague de spires squelettes, mais Sang-woo réanime encore plus de monstres morts. La plupart des cadavres dans la salle de bain appartiennent à des bêtes-garous car la reine araignée est une mangeuse difficile et elle préfère les monstres plus forts. Le chaman kobold devient agité par les vagues continues de spires bêtes-garous, alors il saute pour aller directement vers Sang-woo. La reine araignée se jette sur lui avec toute sa force, mais il parvient à bloquer son attaque avec son bouclier d'os. La reine araignée continue de détruire ses boucliers d'os et Sang-woo continue d'en créer de nouveaux. L'une de ses attaques parvient à toucher Sang-woo, mais il la retient autant qu'il peut. Le chaman kobold est vraiment en colère contre ces spires qui continuent de l'attaquer par derrière. La reine saisit tous les cadavres et le chaman kobold les brûle en utilisant sa compétence de boule de feu. Sang-woo réalise que ce kobold devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure que le combat avance. Les spires de Sang-woo se précipitent vers le chaman kobold, mais il les bloque en utilisant une compétence de boom aérien qui crée un champ de force autour de lui. Le chaman kobold devient plus arrogant car Sang-woo a un nombre limité de spires restants et il ne peut pas en invoquer plus. Il baisse sa garde et Ji-Yoon saute derrière lui et essaie de le frapper, mais son attaque est bloquée par la patte de la reine araignée. Hanno apparaît avec des zombies, et il s'avère que Ji-Yoon et Hanno préparaient quelque chose en coulisses. Le chaman kobold se moque de Hanno pour être faible et pathétique, mais la reine araignée semble hésiter pour une raison quelconque. Hanno sort un plat de viande de loup avancée, il s'avère que Hanno préparait de la viande de loup avancée tout ce temps. La reine araignée et le chaman kobold ne peuvent pas résister à l'odeur. Tous les zombies ont été chargés de ce mets délicieux pour monstres, donc la reine les attrape et il commence à sauter dessus. Sang-woo dit son adieu final au chaman kobold alors qu'il fait exploser les zombies, ce qui entraîne une énorme explosion. De l'autre côté,
Le procureur affronte un boss difficile et parvient à le couper en deux avec son attaque d'épée tranchante. Ses troupes commencent à célébrer leur victoire. Il s'avère que le procureur peut recevoir 10% des points d'expérience de ses croisés, mais il est toujours inquiet de savoir comment Gang Sokkan est devenu le premier joueur du serveur. Le procureur a la meilleure guilde en Corée sous son commandement, mais il ne peut toujours pas rattraper le mystérieux gars à la première place, car il peut être une menace pour lui à l'avenir. L'éclaireur de son groupe l'informe que les classements coréens ont changé. Il s'avère que Sang-woo a atteint le niveau 14 avant lui et il est maintenant le numéro 2. Le procureur éclate de colère après l'avoir vu car il est obsédé par le fait de rester dans les premiers rangs.